pour voyager hors du Togo. C'est tout ça. Ils sont pas conscients. On dirait qu'ils sont pas conscients de ça. Mais le Togo, tout le monde sait que c'est une miniature du Congo. Le Togo regorge plein de minerais semblables au Congo. Si vous ne le savez pas, allez voir, chercher la carte minéralogique du Togo. Oui, voilà, du Togo. Et vous verrez que tous les minerais qui sont au Congo se retrouvent pratiquement au Togo. Donc, il va savoir que vous devez vous poser la question de savoir pourquoi ce petit pays-là, qui est capable de nourrir toute l'Afrique de l'Ouest, n'arrive pas à prospérer. C'est la question que nous devons nous poser. Et le malheur que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir que cette destinée du Togo a été emprisonnée par un système qui est verrouillé, mais qui a son verrou qui va sauter bientôt. Nous devons croire et œuvrer généreusement pour cela, parce que la nation togolaise nous appelle à être conscients du fait que ce Togo qui est l'or de l'humanité, dont parle tout le monde entier, devait se hisser à une hauteur où chacun devait le voir comme un modèle. Et vous allez voir bizarrement, dans toute l'histoire du Togo, les coups les plus bas qui se sont saupoudrés dans toutes les parties de l'Afrique en termes de monopolisation du pouvoir ont été initiés ici au Togo. Donc, pourquoi ne pas renverser la tendance, c'est-à-dire que toute la positivité qui doit être saupoudrée en Afrique doit avoir son initiation ici au Togo. Et ceux qui sont encore derrière ce système, j'ai un message pour eux. Je veux leur dire, avoir 2000 francs par jour, porter le treillis de la nation, commettre des exactions, tuer des gens, des innocents, parce qu'ils réclament leur liberté, leur épanouissement, leur sang vous demandera des comptes tôt ou tard. Et vous devez le comprendre aussi, que la vie telle qu'elle est présentée ici donne toujours la monnaie à celui qui tend le biais. Et ce biais-là, s'il s'agit de la barbarie, vous allez avoir votre monnaie. Merci beaucoup. Et merci pour Madame Tania qui fait énormément ce grand travail-là. J'ai pris le plaisir d'écouter Africa, qui aussi a apporté, Afrique plutôt, qui aussi a apporté sa contribution. Et il a compris le système, il a bien dessiné ça. J'ai eu à apprécier son idée. Et mon frère, où que vous soyez en Côte d'Ivoire ou n'importe où, et que vous soutenez ce combat, qui est pour l'Afrique, non pas seulement pour le Togo, eh bien, je vous en remercie. Soyons unis pour que l'Afrique soit ce flambeau-là qui doit illuminer le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour votre analyse. Vraiment, merci. Il faut savoir que le nouveau vent qui souffle dans le continent africain, elle est inévitable. Personne ne peut l'arrêter. Exactement. Personne. Parce que l'homme africain, l'homme noir du monde en a marre d'être sacrifié du monde. Nous, on ne peut plus accepter d'être à la servitude de l'impérialiste. Donc, les peuples africains ont compris les enjeux politiques, les enjeux stratégiques, des enjeux économiques. Ils savent défendre les intérêts vitaux. Donc, nous, étant que peuple conscient, c'est nos intérêts vitaux d'abord que nous allons défendre. Si un dirigeant n'est pas content sur ça, qu'il libère le fauteuil. Il y a des dignes fils qui sont capables de protéger ses intérêts. On ne va pas accepter des dirigeants africains remplir les poches de leurs copines, leurs copains et leurs familles et venir donner le reste à l'Occident. Tout sauf que ça. Nous allons mettre tous des choses entre nous pour être d'accord, pour combattre toute dictature et tout vassal à vassaliser, tels que les groupes de Sassou, de Biya, de Ouattara et consorts. Oui, parce que les gens qui ont plus de 80 ans, 90 ans, 91 ans, ils ont fini leur vie. C'est la vie de la jeunesse de 18 ans, 19 ans, 23 ans, 30 ans qu'ils veulent mettre en sable.
Nous n'allons pas permettre aucun chef d'État marionnette de cela. Je vous remercie. Alors, M. Yémin, soyez la bienvenue. Ok, merci beaucoup. C'est la première fois que j'interviens sur votre chaîne et j'aimerais profiter pour répandre une des idées que je défends en politique et avec vous et partager ça avec vous vu que vous êtes de la Côte d'Ivoire. J'ai fait le tour des plateformes ivoiriens, gabonais, congolais, maliens dans le temps et surtout togolais comme je suis originaire du Togo. Ce que moi je crois comprendre, c'est que pour que les peuples se libèrent, il y a une chose que les peuples doivent faire. C'est priver nos dirigeants de la force de coercition, c'est-à-dire de nos armées. C'est peut-être difficile, mais c'est la voie la plus concrète, quoi, pour finir avec la dictature et avec la soumission à l'impérialisme. Pour preuve, quand j'avais commencé cette campagne, j'avais fait une émission sur une plateforme qu'on appelle Nation de l'agriculture. Et le modérateur était un Zimbabwéen. Et quelques jours après, il y a eu Mugabe qui était sorti. Et ça, c'était pas le peuple qui a pris le devant, mais plutôt l'armée qui a pris le devant en appuyant le peuple au secours. Donc il y avait eu une armée, il y avait une alliance armée-peuple qui a marché du côté des Zimbabwe pour mettre Mugabe à la sortie. Je rappelle que Mugabe, quand même, c'est un de mes favoris, hein, mais quand ça s'est produit, je ne pouvais pas contester quand même. Parce que l'alliance armée-peuple a marché au niveau du Zimbabwe. Et puis il y a eu Tunisie, il y a eu le Soudan, où à chaque fois, l'alliance armée-peuple a marché. C'est-à-dire que, si je prends par exemple concrètement le cas du Soudan, il y a eu la population qui s'est mobilisée, qui est partie devant le ministère de la Défense en demandant aux militaires de faire le choix entre le peuple et Béchir. Conséquence, Béchir, il était tombé. Okay. Quand je prends le cas du Mali, c'est vrai qu'il y a eu des manifestations, mais il y a eu aussi des mouvements qui appelaient déjà l'armée à renverser Ibeka. Et quelqu'un même avait été condamné pour ça. Il a été arrêté, condamné pour ça. Et avant que Ibeka ne soit renversé. C'est pour dire que cette idée selon laquelle il faudrait qu'on soit nombreux pour pousser nos militaires à renverser nos dirigeants sans casse, sans effusion de sang, et que voilà, le pays soit libéré, comme on a vu du cas du Mali, du cas du Niger, du cas du Burkina. C'est une idée que moi je défends, et que je défends avec des arguments. Parce que, ouais. Donc j'aimerais quand même partager ça avec vous ici. Je sais que du côté du Togo, cette idée fait son chemin. Au début, on a commencé en 2014. C'était pas facile de convaincre les gens, mais aujourd'hui, les gens commencent pas à venir. Sauf que, à chaque fois qu'il y a des manifestations, la violence des forces armées à l'endroit de la population fait que on doit recommencer la pédagogie. Parce que les gens finissent par dire, mais écoutez, Yemi de Souza, tu dis qu'on doit travailler avec l'armée. Regardez cette armée-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Alors que, voyez-vous, des soldats, on n'attend pas l'état d'armes, mais l'état de service. Moi, pour le 6, pour les manifestations du 6, du 26, 27, 28, j'avais dit que avant ces jours, il va falloir qu'on mène une véritable campagne d'incitation, c'est-à-dire pousser à faire, d'incitation des militaires à renverser Faure Gnassingbé. Vu que Faure Gnassingbé, il n'est pas maître de sa propre sécurité. Sa sécurité, c'est le fait d'une autre personne. Cette autre personne peut le renverser par ambition, par tout, par jalousie, par tout, quoi. Et Faure lui-même nous avait quand même rappelé que son frère, qui est de même père avec lui, avec qui il a pris le pouvoir dans le sang, dans la boue, le sang en 2005, que son frère voulait le renverser. Il a arrêté, il a jeté en prison en 2009. Tout récemment, il a accusé son beau-frère, le mari de sa sœur, de vouloir le renverser. Ça voudrait dire tout simplement que pour renverser une tyrannie, il faut compter avec des proches, les membres de famille parfois, les fidèles parmi les fidèles. Il faut compter avec eux. Donc moi, je suis convaincu, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Gabon, que ce soit au Togo, si nous sommes nombreux, et seulement si nous sommes nombreux à faire cette campagne sur les réseaux sociaux en disant que nous ne voulons plus de ce dirigeant qui doit partir et que l'armée doit le faire partir et qu'on mission de l'armée à le faire partir, Ouattara va tomber. Il n'est pas maître de sa propre sécurité. Faure Gnassingbé va tomber. Il n'est pas maître de sa propre sécurité. Sassou va tomber. Moi, je suis convaincu. Sur la base que, voilà, ils ne sont pas maîtres de leur propre sécurité et que les premières personnes à pouvoir les renverser, ce sont leurs chefs pro, leur propre chef corps. Comme on a vu Tiani, qui jusqu'à la veille était le chef corps de la garde présidentielle et le lendemain, le jour J, nous, il est parti voir Bazoum, dit, ben, Bazoum, tu n'es plus président, c'est tout. Tu n'es plus président. Parce que Bazoum n'est pas maître de sa propre sécurité. La sécurité de Bazoum, c'est le fait de Tiani. Et Tiani, qui est le chef corps, voilà, vu que Tiani a capitalisé sur le fait que, déjà, au Niger, il y a des anti-Bazoum qui sont majoritaires. Voilà comment, moi, je pense qu'il faut faire les choses. Même si nous échouons, le chef va vivre dans une sorte de traumatisme, dans un sentiment de peur constant. La schizophrénie va l'emporter sur lui.
Et d'ailleurs, ça va le pousser même à commettre des erreurs, puisqu'il ne peut plus faire confiance à personne. La confiance est invisible. Ouais. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous, et je vais vous inviter à y réfléchir, chacun à son niveau. Peut-être qu'il peut y avoir des améliorations à apporter, mais ce que je sais, c'est que, par exemple, au Togo, Faure Gnassingbé, c'est Faure Gnassingbé. Son chef-corps, c'est son chef-corps. Ils sont distincts. Et comme ils sont distincts, voilà, l'autre peut par ambition, et surtout, s'il y a incitation de la part des contestataires, que le slogan de la contestation, c'est que Faure Gnassingbé démissionne, que l'armée l'écarte, que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple pour un nouveau départ démocratique. Voilà un slogan, par exemple, qui peut quand même faire son chemin. Je vous remercie. Yemi, j'avais une question pour vous. Votre campagne, oui, ça prend aujourd'hui au Togo. Les gens sont en train d'appeler l'armée à prendre le pouvoir parce que Faure Gnassingbé n'est pas le détenteur du pouvoir au Togo. C'est l'armée qui détient le pouvoir. Mais tout récemment, on a vu que, bon, en contradiction à votre campagne, on a vu que le ministre de la Défense, qui n'est autre que le premier ministre du Togo, Faure Gnassingbé, a casé l'armée et a déversé les miliciens. C'est lui-même le ministre de la Défense. Oui, c'est lui le ministre de la Défense. Wow. C'est sa faute, tout ce qui est arrivé là. Depuis que son petit frère, Kpacha Gnassingbé, était ministre de la Défense, et lorsqu'il a fait un voyage vers l'Italie en ce moment, et on a constaté que l'essence n'est pas à plein, on a pompé un peu de l'air dans l'essence, et il a doigté son frère de vouloir le descendre du perchoir. Il a démis son petit frère de ses fonctions, et puis ensuite il s'est accaparé du ministère de la Défense jusqu'aujourd'hui. Et le ministère de la Défense est au niveau de la présidence du Togo. Bon, maintenant, Yemi, quand vous voyez cela, quand vous faites cette campagne, les militaires sont en train d'écouter. On a même écouté certains commandants en coulisses qui ont dit, oui, bon, ça, on commence pas à fatiguer. Ça commence pas à nous fatiguer. On peut témoigner. Bon, mais tout récemment, on a vu que le ministre de la Défense a casé l'armée et a envoyé une troupe miliciens. Il y a des gens parmi eux qui parlent même anglais et tout cela, avec une jeunesse mendiante dans la rue pour pouvoir brutaliser la population. Que pensez-vous de cela? L'armée est casée. Est-ce que l'armée peut encore faire quelque chose? Ok, vous savez, l'armée peut toujours faire quelque chose, parce que le fait de dire aux militaires de ne pas sortir, tout d'abord, c'est la preuve qu'il a peur des armées. C'est ce que j'ai rappelé très tôt, déjà, quand j'ai remarqué que ce sont des miliciens qu'on utilisait, j'ai rappelé que s'ils utilisent les miliciens, c'est parce qu'ils n'ont plus le soutien des soldats. Ils n'ont plus le soutien des armées. Maintenant, comment obliger Faure Gnassingbé à faire sortir les armées? J'avais proposé que on utilise une campagne de cocktail Molotov et de pierres lances. C'est-à-dire, quand on va rendre le pays insécure pour les tenants du pouvoir, il sera obligé de faire sortir les militaires qu'il doit armer pour pouvoir protéger un certain nombre de responsables de son parti. C'est ça aussi qui sera à notre avantage. C'est-à-dire que plus on aura des soldats dehors, mieux pour nous. C'est vrai. Donc, comment faire pour que les soldats soient mis dehors? C'est ça, c'est rendre le pays insécure pour lui. Et puis, cette stratégie, c'est une stratégie publique. Il n'y a pas de contre. C'est pourquoi moi, je parle de ça. Ce sont des stratégies du fait accompli. Faure Gnassingbé ne peut pas contrer de telles stratégies. Voilà. S'il ne fait pas sortir les militaires pour protéger les responsables de son parti, il sera politiquement fragilisé. Puisqu'on va rendre la vie vraiment impossible à ses propres partisans. Est-ce que vous voyez? Donc, il serait dans tous les cas obligé. Donc, plus il est obligé et il va faire sortir plus de soldats dehors avec des armes et des munitions, il est en insécurité davantage. Est-ce que vous voyez? C'est une stratégie du fait accompli, quoi. C'est-à-dire, tout le problème que nous avons au Togo, c'est d'accepter que ceux qui nous tapent dessus sont quelque part nos alliés de demain, quoi. C'est le problème que tous les peuples ils ont. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Gabon, si vous êtes au... Moi j'ai participé tellement des forums. J'ai participé au forum des Soudanais, tout ça. Mais vous allez remarquer qu'il y a un sentiment anti-militariste. Or, après tout, à la fin, c'est toujours les militaires qui assurent la continuité du pouvoir. Prenons le cas du Mali. Quand les Maliens ils ont bougné le maillot, ils ont tout fait, il y a eu des morts. Qu'est-ce qui s'est passé à la dernière minute? C'est l'armée qui a chassé Ibé et qui a saisi le pouvoir. Donc, à la fin, les militaires seront au rendez-vous. Donc, faisons de sorte que dès le départ, qu'ils soient au rendez-vous. C'est vrai. Même s'ils doivent nous taper dessus, et que déjà nous menons cette campagne, c'est-à-dire qu'il y a des contestations. La contestation a pour revendication que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple pour un nouveau départ démocratique. Que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple pour un nouveau départ démocratique. Si c'est ça notre revendication, je vous dis que tous les chefs corps qu'on va envoyer dans les rues pour mater les éléments, les manifestants, ils vont réfléchir par deux fois. Parce qu'au fond,
il y a un mouvement qui est en train de leur laisser la possibilité de saisir le pouvoir politique. Il y a de l'ambition existe. L'envie existe. La jalousie, la haine gratuite même existe. Donc, il faut compter avec tout ça. Donc, concrètement, à votre question, si Faure Gnassingbé a utilisé les miliciens, c'est justement parce qu'il n'a pas confiance aux militaires. Il a peur d'eux. Il a peur que les militaires dehors, puisque nombreux seront les militaires dehors, mieux pour nous. N'oublions pas qu'au Togo, par exemple, quand on demande aux militaires de sortir, on leur donne des gros moyens. Hein, on envoie des chars, tout ça. Or, avec ça, si le peuple parvient à récupérer l'armée à travers les slogans, à travers les chants de motivation, de mobilisation en honneur de l'armée, mais écoutez, il va tomber. Il est conscient de ça. Et partout, hein, c'est pas seulement au Togo, partout. Partout. Les gens disent, par exemple, le Togo n'a pas une armée. OK? Si on n'a pas une armée, on a quand même des hommes armés. Ces hommes armés. Les jeunes armées, sauf que le président, en même temps le ministre de la Défense. Je n'avais pas compris. Maintenant, je comprends beaucoup de choses. Le fait que Faure Gnassingbé soit ministre de la Défense, c'est une réalité, sauf que il y a ce qu'on appelle la désobéissance militaire. Les militaires, ce sont des êtres humains, ce sont pas des machines programmées. Et même si ce sont des machines programmées, oui, on peut toujours déprogrammer une machine. Donc, il y a ce principe de la désobéissance militaire qui fait que même dans les démocraties, quand même il y a un consentement populaire à l'autorité politique, les gens ont peur, quoi. Même en démocratie, on a peur de la désobéissance militaire. Si vous lisez les coups militaires, vous allez voir que, la sociologie des armées, vous allez voir que partout, on a peur de la désobéissance militaire, puisque la désobéissance militaire est possible. C'est vrai. Donc, on peut pousser que Faure Gnassingbé est le chef, il est le ministre des armées, tout ça, on peut pousser. J'ai aussi entendu Ferdinand dire que le chef d'état-major a une fille qui fait partie des femmes de Faure Gnassingbé. Oui, c'est vrai, c'est une réalité, sauf que ça c'est ce qu'on m'a dit. Le chef d'état-major a une fille qui est une des femmes de Faure. Oui, mais sauf que les femmes des gens qui peuvent l'enlever au pouvoir comme ça. Les filles des gens qui peuvent l'enlever au pouvoir comme ça. Ouais, moi, j'estime que même si Faure Gnassingbé a pris la fille du chef d'état-major comme femme, ça n'empêche pas qu'il va le faire descendre, s'il doit le faire descendre. Il y a eu l'histoire de Jules César. Jules César a une maîtresse, et la maîtresse a un enfant qui s'appelle Brutus. Brutus a été condamné à mort, c'est Jules César qui a sauvé Brutus de la mort. Et pourtant, c'est ce Brutus qui a finalement tué Jules César. Vous savez. Donc, pour dire que ça peut se faire, quoi. C'est pas parce que le chef d'état-major a sa fille qui est épousée Faure Gnassingbé ou bien qui fait partie des maîtresses de Faure Gnassingbé que si le chef d'état-major a les moyens de renverser Faure Gnassingbé, il ne va pas le faire. Sauf que dans le cas d'un chef d'état-major, un chef d'état-major n'a pas les moyens de prendre le pouvoir parce que c'est pas un chef-corps. Il ne dispose pas d'éléments opérationnels. Ceux qui disposent d'éléments opérationnels, ce sont les chefs-corps de la garde présidentielle, par exemple les chefs-corps des unités spéciales. Au Togo, il y a ce qu'on appelle BIR, tout ça là. Voilà, ces gens, ça peuvent renverser Faure Gnassingbé. Et il est très très conscient. Faure Gnassingbé, je rappelle qu'il a nommé lui-même une fois aussi un de ses cousins, chef-corps de la garde présidentielle, qu'il a rapidement envoyé. Pourquoi? Parce que là aussi, on a mené notre campagne en disant que même si c'est un Gnassingbé, on disait que même si c'était un Gnassingbé, on est prêt à prendre ça. On est prêt à prendre. L'essentiel, c'est que Faure Gnassingbé parte d'abord, parce que lui, son départ va quand même créer une situation où on se va. Il n'y a pas autre personne pour prendre le pouvoir. Hein. Oui, il y a des gens au Togo. Il y a des gens au Togo. Et vous savez, je vais profiter aussi pour vous rappeler ceci. En 2014, il y a eu moi, il y a eu Ferdinand Ité, il y a eu Olivier Ama. On a fait un travail sur le terrain. Olivier Ama n'était pas sur le terrain, mais c'est lui qui nous a quand même aidé à rentrer en contact avec un certain nombre d'officiers, un certain nombre de civils. Donc, on a fait ce travail de terrain. Et c'est en ce moment qu'on était convaincus que si on parvenait à mobiliser une petite partie de la population avec le slogan que l'armée prend le pouvoir avec le peuple, les militaires vont ramasser Faure Gnassingbé. Donc, moi, je vis à l'extérieur. Donc, quand j'étais reparti, c'est Ferdinand qui était là. On avait quand même un journal en ce moment alternatif. Et c'est vrai que je cherchais par tous les moyens à ce que l'idée soit répandue d'une manière ou d'une autre. Plus tard, moi-même et Ferdinand, on ne s'accordait plus. Il avait dit dans une émission que je le poussais à se faire arrêter, c'est-à-dire que je le poussais alors qu'il était à Lomé, au Togo, je le poussais à mener la campagne d'incitation des militaires. Alors que s'il le faisait sur place, on allait l'arrêter. Depuis qu'il a quitté le Togo, il fait des émissions à 20 000 personnes. Il ne parle jamais de l'appel à l'armée. Parce qu'il sait très bien que si, avec sa popularité, sa voix, s'il mettait sa voix sur cet appel à l'armée, ça allait aboutir. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'au fond, il y a beaucoup qui ne souhaitent pas la mort subite de ce régime, qui, quelque part, est une assurance vie pour beaucoup de gens. Il y a aussi le fait que beaucoup me soupçonnent de vouloir prendre le pouvoir
par ce biais, alors que j'ai dit et redit 1000 fois, j'ai écrit, fait des audios, dit et redit, que je n'exercerai jamais le pouvoir politique au Togo. Jamais je ne le ferai. Ça, c'est seulement pour finir. Oui. J'ai deux questions pour vous et puis ensuite je vais vous laisser au panel. Bon, le cas de Ferdinand. Vous savez bien que Ferdinand, c'est un journaliste international. Et un journaliste a des limites. Il ne peut pas tout dire. C'est ce qu'on réclamait. C'est ce qu'on disait aussi à certains mouvements. On doit avoir des limites dans nos communications. Est-ce que Ferdinand, en tant que journaliste international et d'investigation, vous ne voyez pas que quand il est en train de parler comme vous, en tant qu'expert dans le domaine, il peut être exposé à tout? Vous ne voyez pas. Bon, maintenant, quand le peuple répète, c'est différent. Mais un journaliste qui est dans le domaine professionnel, vous ne voyez pas que ça crée de l'antipode. Bon, deuxième question. Bon, quand aujourd'hui, l'armée sort en Côte d'Ivoire, comme au Togo, comme en Gambie, ou dans d'autres pays où on cherche l'alternance, quand l'armée sort d'une manière brutale et comme ça, quel doit être le comportement du peuple? Les deux questions. Ok, la première, c'est que Ferdinand, je tiens à rappeler que lui-même, quand il était à Lomé, il a fait une émission parce qu'on était en désaccord, notre désaccord était rendu public, on était en désaccord. Il a fait une émission dans laquelle il dit clairement que quand il était au Togo, étant au Togo, il ne peut pas mener cette campagne-là. Voilà, c'est ça, moi je le prends. Mais quand il n'est pas au Togo, pourquoi il ne mène pas la campagne? Moi, c'est ma question. Peut-être que je réponds à votre question par une question, mais c'est pour que les gens y réfléchissent, quoi. Sur pourquoi, quand maintenant il n'est plus au Togo, il ne mène pas la campagne. Puisque c'est une vidéo qu'il a fait. J'ai encore cette vidéo-là. Parce qu'il a fait cette émission sur moi en partie. Donc, il a dit lui-même que quand il était au Togo, il ne peut pas faire ça. Et c'est vrai, d'accord. Il le fait, il va se faire. Mais quand il n'est plus là, pourquoi il ne le fait pas? Alors que moi, je suis convaincu que vu sa popularité, c'est oui, il est très populaire. Ça, je ne vais jamais le dire le contraire. Il est extrêmement populaire, il est très écouté. Il fait des émissions à 20 000 auditeurs chaque dimanche. C'est le minimum qu'il a. 20 000. Donc, il peut faire passer l'idée. Il peut. Mais pourquoi il ne le fait pas? Donc, c'est une question que j'invite ceux qui sont souvent avec lui à le lui poser. Et ça m'intéresserait de savoir c'est quoi sa réponse. Il faut qu'on lui demande, il faut qu'on lui pose cette question parce qu'il a la voix pour faire bouger la ligne sur la question de l'armée au Togo. Je vous dis, Ferdinand a la voix. Mais nous ne sommes pas copains aujourd'hui, mais il a la voix. Il a la voix. Plus que moi, j'ai théorisé, mais il a la voix pour faire passer ça. Deuxième question. Quand les soldats sortent et utilisent cette brutalité, je tiens à rappeler que c'est pas toute l'armée. On prend seulement une unité pour justement violenter le peuple, afin de distancer le peuple de l'armée. C'est une stratégie quand même. C'est une stratégie de l'homme politique qui gouverne. C'est pourquoi moi, personnellement, vous allez remarquer que quelle que soit la brutalité des soldats, je ne les condamne pas. Parce que j'estime que d'un soldat, on n'attend pas l'état d'armes, mais l'état de service. Il obéit aux ordres reçus. Et vous allez remarquer que dans les démocraties, dans les grandes démocraties, on ne condamne jamais le soldat qui brutalise un manifestant, mais plutôt le ministre de l'Intérieur ou bien les autorités sous lesquelles ont agi ces soldats-là. C'est eux qui tiennent, ou bien qui prennent la responsabilité politique de l'acte posé par le soldat. C'est comme ça que moi j'explique. C'est un peu peut-être difficile pour d'autres personnes de comprendre, c'est-à-dire nos manifestants, de comprendre, mais c'est ça la réalité. C'est pas le soldat qui est responsable. Lui ne fait que implémenter un ordre politique donné. Si l'ordre politique dit il faut les brutaliser, ils vont les brutaliser. Je prends l'exemple de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il n'y a pas de maintien d'ordre avec des armes. Ça n'existe pas en Grande-Bretagne. Et si vous allez dans les pays nordiques, Scandinavie, dans un pays scandinavique, Norvège et consorts, vous allez remarquer que là-bas même, le maintien d'ordre se fait calmement, quoi. Ça se fait calmement. Donc c'est une question de choix politique en quelque sorte. Ok. Attends, il y a Terminus qui est dans les deux mondes qui veut te parler. Monsieur Yemi qui veut vous parler, désolé. Excusez-moi, Tata Tania, il faut plus prendre ce monsieur qui est africain, Afrique quoi là. Tu vois, ils sont partis chez les Zozo, ils sont en train de se moquer de nous, qui lui est venu se moquer de nous. Lui, il était là pour se moquer de nous. Donc, faut plus le prendre sur ce panel. Il va rester en bas et souffrir. S'ils sont venus nous écouter, ils vont nous écouter et se moquer des morts, oui, merci. C'est déplorable. Il n'y a pas de souci. Je voudrais faire une motion à Yemi, si vous me permettez. Je vais faire monter pour ça. Bonne arrivée, Egg. Je vais faire monter pour ça. Tata Tania. Yemi, s'il te plaît,
tout ce que tu viens de dire là, moi, je trouve ça comme dangereux. Parce que tu viens de dire des noms. Ferdinand Haïté. Tu viens de dire des noms. Olivier Ama. Des gens que le régime essaye de mettre dans des postures que toi-même tu connais. Mais tu penses que tu es en train de faire un travail là, ou bien tu es en train de vouloir noyer tes propres concitoyens. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous me posez une question, vous voulez que je réponde, vous voulez faire un commentaire? Non, oui, j'ai posé ces questions, mais je dis soyons sérieux. Est-ce que je peux répondre? Non, parce que moi, ça m'énerve déjà d'entendre que tu parles de Ferdinand Haïté ici comme ça, que tu viens de parler d'Olivier Ama ici comme ça, en public. Monsieur, est-ce que avec vous voulez des que choses, je réponde? avec des choses, non, avec des idées, une seconde, avec des idées que vous essayez de promettre vous-même, et que les gens ont trouvé que ce n'était pas de bonnes idées, ils se sont dissociés de toi. Ils se sont dissociés de toi. Et tu viens ici, en public, sur un panel, pour dire de ces insanités. Moi, ça m'écoeure. Donc, monsieur, vous êtes en train d'être agressif. Est-ce que vous voulez que je réponde? Non, je dis c'est dangereux. Tu peux répondre, mais ce que tu es en train de faire est dangereux. Ok. Je te préviens. Est-ce que tu connais Olivier Ama? Tu connais Olivier Ama? Est-ce que tu le connais, Olivier Ama? Je connais Olivier. Je ne connais personne physiquement, mais je connais les gens de par leur posture, de par leurs actions, de ce qu'ils sont. Mais en même temps, sauf que je les connais tous deux et on travaille toujours d'une manière ou d'une autre. Oui, je sais. Je dis tout simplement une chose. Avec Yemi. C'est voilà. Tout de même, jusqu'à aujourd'hui, commandant Olivier Ama est toujours avec Yemi. Il faut qu'on se dise la vérité partout. Donc, quand monsieur là, il est en train... Moi, je vais vous dire une chose. Tous ceux qui s'attaquent littéralement à moi sont du RPT uni pour moi. Tous ceux qui s'attaquent littéralement. Pourquoi? Parce que l'appel à l'armée, c'est la mort subie du régime RPT uni. Et ils défendent Faure Gnassingbé, ils s'attaquent à moi partout. Olivier Ama ne s'attaquera jamais à moi. Même Ferdinand Haïté ne s'attaquera jamais à moi. Parce que Ferdinand estime que je suis extrême sur la question de l'armée. Ferdinand estime que je pousse trop fort. C'est ce qui nous différencie. Et si je pousse trop fort parce que je sais qu'il a la compétence, surtout lui, qui a une voix internationale, il a la compétence d'expliquer à nos frères togolais que vous savez quoi, cette armée qui nous tape dessus, elle est notre allié la plus sûre pour faire partie de ce régime. C'est la répression, c'est la pression que je mène sur Ferdinand. C'est une pression que je mène sur Ferdinand. Je ne suis pas là pour insulter Ferdinand, non. Je lui mets pression. Bon, maintenant, est-ce que vous connaissez la déontologie monsieur, d'un média ou bien d'un journaliste comme monsieur Ferdinand Haïté? Monsieur, je m'en contrefous de ce que vous venez de me dire. Parce que vous avez essayé tu vas t'en contrefoutre parce que tu es passé de panel en panel, les gens t'ont rejeté pour ces idées-là, mais tu continues à le faire. Qui sont ceux qui me rejettent? Ce sont les gens du RPT. Tu as été rejeté un peu partout. Ce sont les gens du RPT avec ces idées-là. Parce que nulle part. Encore mon idée est dangereuse. Les peuples qui mènent leur combat ne vont. Oui. Terminus. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous écouter? Là, au moins, on saura qui dit quoi. On pourra bien vous entendre et ceux qui sont en commentaire pourront discerner vos idées. Tu le laisses terminer et tu prends, ou il te laisse terminer, il prend. Ok, allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Vous voudriez qu'il prenne la parole? Bon, laisse Yemi, il va terminer d'abord et puis tu vas renchérir. Je pense que c'est le mieux. Yemi, allez-y. Ouais, il me dit que mon idée est dangereuse. Il n'a qu'à nous expliquer ici en quoi mon idée est dangereuse. Ce que je prône qu'on soit nombreux à demander à l'armée d'écarter Faure Gnassingbé, de prendre le pouvoir avec le peuple, pour un nouveau départ démocratique. Il n'a qu'à nous dire en quoi c'est dangereux. Je n'ai pas je n'ai pas dit que l'idée de pousser l'armée à prendre le fait qu'elle est dangereuse. Je dis ce qui est dangereux, c'est le nom des gens que je suis en train de citer ici, dont la déontologie du travail ne permet pas de faire ce que tu es en train de faire. Et tu viens en mondo-vision, parce qu'ils se sont dissociés de toi, de venir dire que c'est avec eux que tu travailles et que Ferdinand, tu es comment appelle-t-on, tu as eu Maya parti avec Ferdinand Haïté, qu'il ne te parle plus. Donc maintenant, aujourd'hui, tu viens dire que c'est ce que tu voudras qu'il fasse. Je ne parle pas de ton idée de pousser l'armée à faire quoi que ce soit. Moi, dans toutes les révolutions, on a vu la plupart du temps que la conclusion
du combat du peuple arrivent souvent avec l'armée qui prennent la tête. Mais pour ces gens qui parlent, on ne peut pas, je ne discute pas le fait, par exemple, qu'on demande que le peuple fasse fort avec l'armée. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand vous dites, par exemple, que les gens soient des promoteurs de coups d'État et demander, comme un journaliste Ferdinand était, demander au peuple de faire un coup d'État, ou bien demander à l'armée de faire un coup d'État, c'est là-bas je dis, monsieur, vous êtes en train de commettre une erreur. Ok, monsieur, est-ce que je peux reprendre rapidement? Parce que vous confondez une chose. Quand je parlais tout de suite, j'avais parlé du fait accompli. La stratégie du fait accompli. Ce que nous prenons, ce n'est pas un coup d'État. Comme vous ne savez pas, je vais vous expliquer. Quand il y a des manifestations, et puis le slogan que le peuple qui manifeste porte, si ce slogan que l'armée et quatre forces prennent le pouvoir avec le peuple, on n'appelle pas ça un coup d'État, on appelle ça stratégie du fait accompli. C'est une alliance armée-peuple, une révolution armée-peuple. C'est comme ça on appelle. On a vu ça au Portugal en 1914. Voilà. Donc c'est factuel. Et je peux encore citer d'autres exemples. J'ai dit par exemple que au Zimbabwe, c'est l'armée qui a pris le devant en appelant le peuple au secours. J'ai aussi expliqué que au Soudan, le peuple est parti demander aux militaires de faire le choix entre le peuple et Béchir. Voilà, j'ai donné des exemples concrets. J'ai aussi rappelé, ça je vais rappeler maintenant, qu'au Burkina, quand IB renversait Damiba, moi je faisais partie de ceux qui menaient la campagne, en soutenant que l'armée doit renverser Damiba, alors que Damiba était lui-même militaire. Donc on n'appelle pas un coup d'État, on appelle à une révolution armée peuple. Maintenant, admettons même qu'on appelait un coup d'État. Il y a au Togo l'article 150. L'article 150, on évoquait l'article 150 depuis 2005. L'article 150, on l'évoquait depuis 2005. L'article 150 dit que si quelqu'un confond Nassibila a commis un crime imprescriptible en faisant un coup d'État, et que par conséquent, on doit passer par tous les moyens. Il n'y a pas eu de ligne, c'est tous les moyens, c'est ce que le législateur a dit. Donc si même on demande aux militaires de liquider Faure Gnassingbé dans la boue et le sang, oui, on peut se fonder sur l'article 150. Donc ce n'est pas un coup d'État, je n'appelle pas un coup d'État. Autre chose, je termine sur ça. Je termine sur ça. Si vous faites le détail, je termine sur ça. Je ne suis pas ici pour insulter Ferdinand. Je dis que pourquoi Ferdinand ne fait pas cet appel? Il faut qu'on lui mette la pression pour qu'il fasse cet appel dans ses émissions. C'est ce que je dis. Voilà. Et je pense que je suis en droit de dire que si je suis convaincu que l'autre là, il a la capacité de faire bouger une ligne, que je lui mette la pression pour qu'il fasse bouger une ligne. C'est la même chose que je fais à l'armée même. Quand je tape sur l'armée, est-ce que tu peux me dire quelque chose? Et Ferdinand, il est où? Il est au pays ou il est à l'extérieur du Togo? Actuellement, il n'est plus au pays, il est à l'extérieur, il est en France. Donc, je ne comprends pas pourquoi lui-même, il a fait une émission quand il était au Togo en disant que c'est ce que je veux qu'il fasse, alors qu'il était sur place, il ne pouvait pas le faire. Mais tant qu'il est à l'extérieur, il ne le fait pas. Je ne comprends pas pourquoi il ne le fait pas. Je ne comprends pas. C'est la raison pour laquelle je dis à tout le monde de lui mettre la pression. Il ne faut qu'il parle de ça. Bonsoir, monsieur Yemi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que pour vous, vous ne voyez pas que Ferdinand a déjà fait beaucoup même? Oui, il a fait beaucoup. Sauf voilà, que... vous voulez quoi encore? Si aujourd'hui, attendez-moi, je vais terminer. Si aujourd'hui, il y a des secrets de la présidence, du mode de gouvernance, beaucoup de choses, les gens sont informés aujourd'hui, c'est en partie grâce à Haïti. Il est le seul à en parler tous les dimanches. Il passe son temps à faire des recherches. Vous voyez, quand vous dites de faire appel à l'armée là, c'est pas parce qu'il a le seul qu'il est en sécurité. C'est pas parce qu'il a le Seigneur qu'il a la sécurité. Même malgré là où il n'est même pas en France. Hein. Je ne sais pas si vous êtes informé. Il ne vit pas en France. Il est poursuivi. Il est poursuivi, il ne peut pas faire ça. Il a déjà fait. Et chaque jour, quand il finit, il donne les conditions de vie de l'armée. Il les appelle à leur responsabilité. Mais il ne va pas dire ouvertement, faites un coup d'État. Quand on appelle quelqu'un à cette responsabilité-là, vous voulez qu'il dise quoi encore? Donc, si là, moi, au fait, il y a une partie là qui me dérange sur le problème togolais. C'est les étudiants, les immédiats là. Si c'est l'armée, moi je m'en fous. Parce que c'est eux qui ont beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, beaucoup de besoins. Ils ne peuvent même pas construire une maison à Lomé, simple maison là. Même terrain pour acheter pour l'armée. Et en tant que militaire ou bien gendarme, pour avoir un terrain à Lomé, c'est que tu es dans le business. Mais si dans tout ça là, ils ne peuvent pas prendre les responsabilités. Aujourd'hui, quand on prend au Burkina, au Mali, le salaire d'un militaire est multiplié par 4 comparé au Togo. Vous imaginez? Donc si eux ne sont pas informés de tout ça là, ça fait leur problème. Ça fait leur problème. Nous, on parle seulement ici pour la jeunesse. Moi, je m'en fous de l'armée parce que c'est eux qui nous répriment encore. C'est eux qui tapent les mamans. Qui lance les gaz lacrymogènes dans la chambre des enfants. Vous imaginez tout ça là? Quelle armée? Donc, ils n'ont qu'à rester là-bas. Moi, nous parlons pour la jeunesse. Les jeunes qui font des médias là. Les jeunes qui sont déprimés dans la drogue, dans l'alcoolisme. C'est eux. Si c'est l'armée, eux-mêmes savent ce qu'ils vont faire. Qui a donné le pouvoir à Faure Gnassingbé? Ce n'est pas la même armée. Qui leur a mis le pouvoir? Ce n'est pas eux. Qui le protège? Ce n'est pas eux. Et est-ce qu'on a besoin d'expliquer à un militaire togolais comment Katanga est fini?
et plein d'autres. On a besoin d'expliquer à quelqu'un, un militaire togolais, comment Katanga a enterré les gens vivants au Togo. C'est confrère militaire, vivant. Aujourd'hui, il est où? On va les expliquer tout ça là. Donc, s'il ne peut pas prendre la responsabilité, nous, on va les regarder aller jusqu'au bout. C'est comme ça. Sinon, Ferdinand a été franchement dit, c'est pas son rôle. Il ne peut pas faire ça, surtout en tant que journaliste. Il ne se réclame de rien. C'est un journaliste du peuple. Moi, je ne sais pas comment un journaliste peut appeler à l'armée, même quand vous le suivez communiquer là. Dans l'appel des manifestations, il n'a jamais mis son nom dedans. Il disait les blogueurs et la diaspora. Parce qu'il n'est responsable de rien. Il est responsable seulement de sa caméra. Vous imaginez? Ok, monsieur, est-ce que je peux intervenir? Parce que vous avez posé une question et puis vous développez d'autres idées. Si je peux intervenir. Oui, allez-y. Ok, vous avez dit que vous avez parlé de coup d'État. Je viens à peine d'expliquer que je n'appelle pas un coup d'État. C'est pas si vous m'avez pas entendu. Ce que je propose, ça ne s'appelle pas coup d'État. C'est une stratégie du fait accompli. C'est une alliance armée-peuple. Un. De deux, Ferdinand dit, quand il était à Lomé, que si il faisait l'appel à l'armée, il serait arrêté. Et entre-temps, il a été quand même arrêté. Il a été arrêté, pas parce qu'il a fait l'appel à l'armée. Il a été quand même arrêté. Maintenant, Ferdinand dit, quand il était à Lomé, il ne peut pas faire ça. Je dis, maintenant, il n'est plus à Lomé. Pourquoi il ne le fait pas? Puisque lui-même, il dit, comme il est à Lomé, il ne peut pas. Il n'est plus maintenant à Lomé. Pourquoi il ne fait pas? Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Ça, je n'arrive pas. Je vous ai dit, écoutez-moi. Ce que j'ai dit, c'est pas parce qu'il n'est pas à Lomé qu'il est en sécurité. Ok. Donc, vous êtes en train de me dire que moi, si je suis pas à Lomé, est-ce que je suis en sécurité? Attendez. Moi, je ne suis pas à Lomé. Mais ma mère au village est menacée. Est-ce que vous me connaissez? C'est peut-être la première fois que vous me voyez ici. Mais je vous dis qu'on a menacé ma mère plusieurs fois. Parce que je parle du gouvernement. Vous imaginez ce que si quelqu'un comme moi, qu'on ne connaît pas au Togo, on cherche jusqu'à ma mère l'a menacé au village, c'est que Ferdinand vit. Vous imaginez? Monsieur, est-ce que vous savez qu'Olivier Ama n'est pas au Togo? Lui, il parle de l'armée. Olivier Ama, commandant Olivier Ama, il parle de l'armée. Je ne suis pas non plus au Togo, je parle de l'armée. Donc, de quoi on parle? De quoi parle-t-on? Vous êtes en train de me dire qu'on doit avoir peur, n'est-ce pas? Parce qu'on menace nos parents au pays. Yemi, s'il vous plaît, 5 secondes, si je peux vous donner un exemple. Je vous donne un exemple. Soro Guillaume était en France et il a tenu un discours en disant à l'armée de prendre sa responsabilité. Mais la France l'a fait quitter la France parce que la France estimait que c'était un appel à un coup d'État. Et donc, si ces journalistes, votre journaliste, d'où il est, et que ce pays est en liaison avec le système France-Afrique, mais c'est tout à fait normal qu'il se taise parce que, en réalité, pas parce qu'il n'est pas en sécurité, mais on lui dirait de quitter tout simplement le pays parce qu'il appelle à un coup d'État. C'est que tu peux expliquer comme tu veux. Sinon, s'il sort aujourd'hui, il dit ouvertement à l'armée de prendre sa responsabilité, on qualifie ça d'un appel de coup d'État, à un coup d'État. Ils vont le dire. Et donc, d'une manière ou d'une autre, tu peux l'accuser, il a de l'audience, on est d'accord. Mais maintenant, sa position géographique, sa position actuelle ne lui permet pas. C'est comme il était toujours au pays. Tu vois un peu, moi, en tout cas, c'est la logique au fait. Merci beaucoup pour l'exemple. Je vais approfondir. Et d'abord, il faut d'abord dire que Guillaume Soro avait des bataillons, même jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui a travaillé avec les rebelles. Il faut préciser les choses, hein. Malgré tout, est-ce que ça a pris? Ça n'a pas marché. Vous imaginez? Guillaume Soro fut premier ministre, président de l'Assemblée nationale, qui était commandant d'une rébellion. Malgré son appel, ça n'a pas marché. C'est pas Ferdinand Ité qui a une simple caméra. Ok, vous n'arrivez pas à tenir votre propre logique. Je dis ceci. Ferdinand dit quand il était au pays, il ne peut pas mener l'appel. Maintenant, s'il est dehors et qu'il ne peut pas le mener, il doit quand même dire pourquoi je ne peux pas le mener. C'est tout ce que je demande. Je ne l'insulte pas. Ce que moi je vous ai dit, c'est pas parce qu'il n'est pas au Togo qu'il est en sécurité. Vous avez commencé par vendre la peur, il est intimidé, on peut l'arrêter. Donc, vous êtes en train de me dire que tout ce que Ferdinand fait, on ne peut pas le faire taire. Quand il révèle des dossiers aussi importants que ce qu'il fait, on ne peut pas le faire taire. C'est seulement l'appel à l'armée. Et d'ailleurs, l'appel à l'armée, c'est pas aussi grave que ça. Pour preuve, Madame Yakadé, elle est encore au pays, hein. Elle a produit 3 Yakadé est mariée à Fort Nyassingbe, faut oublier ça. Donc, faut pas mélanger les choses. Écoutez, monsieur, il faut, j'ai l'impression que parfois vous voulez toujours argumenter, mais en sortant d'un minimum de principe de rigueur. Regardez très bien. C'est pas parce que Madame Yakadé est femme de Fort Nyassingbe qu'elle est là. Elle est là parce qu'elle a l'audace de dire ce qu'elle dit. C'est tout.
Tout simplement. Tout Monsieur, simplement. monsieur, il y a Kandé qui était ministre des armées du Togo, qui connaît tous les commandants du Togo, hein, qui a même le pouvoir. Il paraît que c'est eux qui ferment fort dans la douche ou bien dans Oula, hein, qui a le pouvoir sur son mari. S'il ne peut pas le faire, est-ce que c'est Ferdinand qui peut le faire? C'est la question qui se pose. C'est sûr que Ferdinand connaît plus de généraux que la dame là. Donc, vous comprenez qu'on n'est plus dans la logique de Ferdinand qui disait qu'il ne peut pas le faire parce qu'il était au Togo. L'autre me dit qu'il peut être en France, mais s'il le fait, il peut être contraint. Mais pourquoi? Je dis, pourquoi il ne le dit pas? Pourquoi il n'évoque pas la raison? Mais fermons la page. Maintenant, revenons sans mouton. Est-ce qu'on peut être majoritaire en incitant les militaires? S'il vous plaît. Oui. Excusez-moi de vous couper, s'il vous plaît. Je vais ajouter quelque chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ok? Puis-je parler? Oui. Allez-y. Ok. Ouais, ok, bonsoir le panel, bonsoir tout le monde, bonsoir Tata Tania. Et Monsieur Yemi, je ne sais pas si Monsieur Ferdinand a pris votre femme ou bien pris une de vos femmes, parce que chaque fois que vous montez sur un panel, vous êtes là. S'il vous plaît, je n'ai pas beaucoup de temps. S'il vous plaît, je n'ai pas beaucoup de temps. Laisse-moi finir, s'il vous plaît, je n'ai pas beaucoup de temps. Chaque fois vous l'attaquez, c'est pas la première fois. Chaque fois que vous montez sur un panel, vous l'attaquez, je ne comprends plus rien. Ok, ça c'est un. Les gens vous disent que Ferdinand ne peut pas parler. Ferdinand ne peut pas inciter l'armée à prendre le pouvoir. Mais vous ne comprenez pas, mais vous êtes quelqu'un d'intelligent ou bien. Ferdinand a un mandat d'arrêt international sur sa tête. Vous comprenez ce que ça veut dire d'avoir un mandat d'arrêt international? Il n'est pas le un live au moins 20 000 personnes qui viennent dire que monsieur, votre réseau. Mais Zina, allô? Zina, essayez de votre réseau. Oui, Okay. actuellement c'est bon. Essayez de vous déplacer un peu, s'il vous plaît. Ça continue toujours. Essayez de voir. Faut vraiment avaler la connexion là-bas. Tiens! La connexion est restreinte. Wow. Wow. Il faut le faire descendre, il va remonter, c'est mieux. On m'a dit que la connexion est restreinte, c'est ce qu'on m'a dit, ils ont restreint. Donc du coup, Ça même coupé, ça pas restreint même, c'est coupé. Il faut le faire descendre. la connexion, mais TikTok, on dit que c'est la connexion qui est restreinte. Donc, du coup, Ok. Bon, Oh là là. on va conclure, non. Demain, je dois faire live encore. Vous avez tout dit aujourd'hui. Non, je viens d'arriver, hein. Non, moi, je vais me reposer. Je suis fatigué. Monsieur Yemi, vous voyez, j'avais oublié même. Il a un mandat d'arrêt international contre lui. Et en 2024, on a déchargé tout un documentaire sur lui, que celui qui finance le terreau au nord du Togo. Oui. Ferdinand? Oui, bien sûr. Oh, il est mandat d'arrêt. Il y a un rapport où on cite son nom, que celui qui finance le terreau Il au n'a qu'à Togo. partir au Luxembourg. Moi, en fait, là, eux respectent la libre expression là-bas. Il n'est pas en France même. Il n'est même pas en France. Ah, ok. Parce que France, là, c'est des médias même. Vous voyez? Donc le monsieur, il a eu toute une charge, tout un poids derrière lui. Il ne peut pas faire. C'est pas parce qu'il a quitté le pays qu'il est en sécurité. Jamais. Sinon, moi, si vraiment Dieu le garde en bonne santé et que le parle de tout danger, tu commences à parler comme il parle chaque dimanche, franchement, c'est déjà grand. Parce que chaque dimanche, quand il parle, les lignes bougent au pays. Ça même, c'est une bonne chose. Ça ne vaut pas la peine d'appeler l'armée à une révolte ou bien de prendre ses responsabilités. Il a déjà fait. Moi, c'est grâce à Haïti que j'ai compris que le Togo est vraiment mal gouverné. On savait que c'était mal gouverné, mais pas à ce point-là. C'est au Togo on va construire un hôpital privé. On construit la morgue là-bas. Il y a tout là-bas. Et ce sont des gens du gouvernement, même les docteurs qui travaillent là-bas, qui sont encore des actionnaires dans l'hôpital là. Vous imaginez? Il y a beaucoup de trucs que ce monsieur nous dit déjà, c'est déjà grand. Sinon, quand vous parlez de Nyakade là, elle est mieux placée pour faire le travail. Elle est mieux placée. Parce qu'elle connaît tous ces généraux qu'elle commandait, tous ses commandants, tout. Mais elle a un groupe, même si elle n'est pas aujourd'hui ministre de l'armée, elle a quand même ses partisans dans l'armée qui le soutiennent. Et si aujourd'hui Ford ne peut pas le faire quelque chose de grand ou bien de mal, c'est parce qu'elle sait qu'elle a un boy derrière lui, comme on le dit en Côte d'Ivoire, un public derrière lui. Pourquoi elle ne le fait pas?
Si vraiment pour aller au fond des trucs là, mais c'est elle. Elle est mieux placée. Elle-même pouvait peut-être être présidente, il n'y a pas de problème. Elle peut faire un coup d'État à son nom et on va la laisser diriger le pays. Il n'y a pas de problème. Il y a les femmes qui dirigent des pays ailleurs. Mais si elle ne le fait pas à chaque jour qu'elle fait les textes, moi, franchement, elle travaille pour fort. Il faudrait qu'on soit aussi honnête. C'est pas parce qu'elle parle qu'on va croire ce qu'elle dit. Elle travaille pour fort. C'est genre pour dire que non, il y a quelqu'un qui dit qui s'oppose à moi, il y a quelqu'un qui fait ça là, mais résidence surveillée là, c'est quelle résidence? C'est pas résidence de fort, c'est pas dans la maison de fort, elle surveille là-bas. Vous imaginez? Donc, c'est un sujet vraiment très sensible quand on parle du Togo, parce que il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Monsieur, Voilà. une question. Est-ce que vous aimeriez voir l'armée renverser Fort Gnassingbé, oui ou non? Simple question, oui ou non? Mais, Non, monsieur, oui ou non. Vous voulez que l'armée renverse Fort Gnassingbé, oui ou non? Monsieur. bien sûr que oui. Ok, donc c'est bon. Ok. Est-ce que je peux placer un mot, s'il vous plaît? Vous voyez, l'affaire-ci est une affaire, au fait, digne d'un film. Vous comprenez? Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est-à-dire que la personne soit à côté de Fort et critique Fort, c'est-à-dire que c'est une manipulation. La personne travaille pour Fort Gnassingbé juste parce que Fort estime que, c'est-à-dire un pouvoir sans un semblant de se faire taper dessus, c'est-à-dire c'est trop laissé aller. Voici comment cette personne-là reste à côté. Et puis maintenant, c'est qu'elle essaie de faire semblant de faire sortir des dossiers. En aucun cas, ça n'a pas d'effet, ça n'a rien. Exactement. Merci Cette beaucoup. personne-là travaille. Mais si cette personne-là travaille pour Fort, c'est que Fort ne peut pas se permettre tout laisser aller. Mais on fait, c'est-à-dire une perfidie d'opposition. Il n'y a même pas d'opposition, en réalité. Et donc, quand vous dites ça, Ce que vous je venez suis de dire, d'accord on que des appelle ça système personnes de aient des déploration. audiences, on est d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais vous imaginez que, aux dernières nouvelles, ce qu'ils apprennent, c'est-à-dire que cette personne que Yemi a confiance, cette personne dont Yemi a confiance, qui fait des émissions pour éveiller la conscience des personnes, et que Yemi sous-estime, c'est-à-dire que et pense que c'est lui, quand il va dire, oh ha, voici ce qui va se passer. Mais tu t'imagines les sardes d'accusations qui pèsent sur lui. On dit il finance des terreaux. C'est-à-dire que 2 ans là. Olivier m'a accusé aussi de financer les terreaux. Mais Olivier m'a continué à parler. J'arrive. Vous comprenez un peu. Et donc, vous ne pouvez pas savoir, il ne peut pas vous expliquer exactement, c'est-à-dire dans quoi il est. Mais je pense que actuellement, avec les lives, avec tout ce qu'il dit à chaque soir, comme vous dites, ses hebdomadaires, tout ce qu'il, sa sortie de semaine, tout ce qu'il dit, toutes ces émissions, je n'ai jamais suivi, mais je pense que ça dit qu'il fait des émissions pour l'éveil des consciences. Et maintenant, il arrive, en tout cas, à faire bouger les lignes. Je pense que ça, à partir de là, la jeunesse togolaise que vous avez connue en 2005, 2017, 2020 et aujourd'hui, c'est pas cette même jeunesse. Parce que cette jeunesse-là, actuellement, est déterminée. Maintenant, le problème qu'elle a actuellement, c'est quoi? Le problème, c'est Fort. L'armée peut se jouer les sourds. L'armée peut faire tout ce qu'elle veut. Mais si la population, le problème actuellement, c'est l'éveil de conscience totale de la population et la détermination et la confiance qu'on doit donner à l'armée. En faisant quoi? En faisant des panels, en les faisant comprendre que, c'est-à-dire au Burkina, là, nous, on était comme ça. Mais voici Blaise Compaoré, c'est que, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui est plus bandit que Blaise? Il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est-à-dire qui connaît les techniques, c'est-à-dire, mais à ce que je sache, la Fort Gnassingbé n'a pas fait une formation, c'est qu'il n'est pas militaire de base. Mais Blaise, là, c'était un militaire. C'est qu'il était, c'est-à-dire deux fois. C'est que quand il cesse quelqu'un qui connaît les techniques de mal dans l'Afrique de l'Ouest, c'est lui. Mais quand la population est sortie, c'est quoi? C'est que il a vu, il peut pas, il est parti, l'armée a l'armée est rentrée dans la danse. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? Quand on vous dit de sortir, parce qu'on sait que si vous sortez nombreux, il n'y a pas une prison pour accueillir tout le monde. Il n'y a pas une prison, c'est-à-dire qui peut contenir tous les Togolais. D'où on vous dit, votre nombre là sera égal à votre force. Parce que l'armée qui est là, c'est-à-dire qu'elles sont là, non. Mais quand vous sortez, et que l'armée même, elle-même, elle voit le nombre de personnes qui sont sorties, mais s'ils veulent là, ils n'ont qu'à tirer. Ils n'ont qu'à tirer, ils vont savoir ce qui se passe. Parce que actuellement, c'est quoi? Parce que si vous restez dans ça, moi, depuis le début de la manifestation, ces 2 derniers jours, moi, je dis quoi? On ne va plus, c'est que la population ne doit plus baisser les bras. Parce que si vous arrêtez,
Si et seulement si on arrive à vous manipuler, mais vous allez vous faire individuellement assassiner. Parce que ce qui s'est passé là, c'est qu'ils vont vous cibler one by one, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire perdre. Donc, d'où quand vous êtes sorti, d'où quand la population sort, il faut que vaille coûte que coûte obtenir un résultat. Comment dire, lequel résultat? Le départ de Fonya Simbe, c'est tout ce qu'on demande. Il faut que Fort parte. Parce que même, c'est-à-dire s'il reste dans ça, vous allez penser non, le pouvoir là, quand il va quitter ou quand il va décéder, oui, mais ça sera de succession en succession. Quand Yadema était parti, on a pensé que le fils là serait Clément, mais il est devenu 2 fois plus bête que son papa. Son papa même là, c'est-à-dire que quand on explique l'affaire de son papa là, c'est que son papa même avait pitié, il avait un peu d'humanisme en lui. Mais lui là, quand vous sortez, c'est des miliciens achetés qui mettent face à vous, des personnes qui ne pensent pas, des personnes qui sont truquées, des personnes qui sont droguées, des personnes, c'est-à-dire que qui ne sont ni humains, c'est que des personnes qui ne pensent qu'à vous. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que depuis 60 ans, vous soyez, c'est-à-dire dans une dictature, et qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est normal, oui, la communication, l'audience c'est normal, mais est-ce que vous voyez que c'est normal que vous comptez, c'est-à-dire si la communication d'une seule personne pour dire non, il suffit qu'ils disent, mais les militaires là, c'est que c'est pas tout qui ont construit, hein, en ce que ça, c'est l'armée là, c'est pas tout l'armée, c'est que tous les membres de l'armée là, eux tous là, ils n'ont pas payé par ça, ils n'ont pas construit, ils donnent en location. Ils connaissent la vie dure. Ils mangent avec comment dire, les parents en ville. En dehors de l'armée là, c'est-à-dire que eux ils connaissent la réalité du Togo. Mais s'ils sont là, c'est-à-dire que c'est en haut là le problème. C'est que Fonya Simbe a nommé là, c'est le problème. Donc actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que il faut pousser le peuple. C'est le peuple. Mais Yemi, c'est vrai, le journaliste, oui, il a l'audience, je suis d'accord, mais continuons à sensibiliser la jeunesse. Continuons à sensibiliser la population afin que la population prenne sa décision, parce que la décision prise de la population est 1000 fois mieux que la décision prise de l'armée. Parce que seule la population, le peuple, il peut sortir et que l'armée va se soumettre. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, sincèrement, ce que nous avons, ce que moi j'ai à dire avant de sortir, avant de citer, je vous dis que nous sommes de cœur avec vous. La communication, nous allons le faire. Mais nous allons passer le temps plus à éveiller la jeunesse. Une jeunesse éveillée, une population éveillée est une arme ultime, c'est-à-dire à n'importe quelle puissance. Donc, nous vous disons, regardez, souvenez-vous au Vietnam. Regardez quand les États-Unis sont arrivés. Lorsque le combat continue. Mais qu'est-ce qui a fait fuir les États-Unis? Mais c'était le peuple. C'est que d'autres même montaient et s'accrochaient sur des avions. Eux-mêmes, ils ont vu que c'était pas possible. C'est horrible. Si on continue comme ça, mais c'est pas possible. Ils sont partis. Mais si c'était une armée contre l'armée américaine, mais ils allaient les mater. Donc, sincèrement dit, moi, j'ai confiance au peuple. Actuellement, vous ne devrez pas compter sur l'armée qui est déjà corrompue. Vous ne devrez pas compter sur des généraux qui sont déjà corrompus. Vous devrez compter sur le peuple, sur le papa qui est au quartier, sur le frère qui est au quartier, sur la sœur qui est au quartier, afin que, c'est-à-dire cette révolution va jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci aussi. Hein. Merci, Aigle Royal. La dame là veut parler. Je vois quelqu'un qui a Nathalie Yam sur son profil là. Il voit un panafricain. Ou bien il a déjà parlé. L'Ivoirien panafricain, est-ce que tu es là? Tu es à côté? Tu n'es pas là? Yemi, tu veux dire quelque chose? Afrique aux Africains, je sais qu'il dort là. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est ce que j'ai toujours dit. Faisons de sorte que nos armées, on puisse récupérer nos armées, ne serait-ce que le fait de nos armées à désobéir à nos chefs d'État. Ne peut plus faire le job aussi. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, faisons de sorte que on puisse récupérer nos armées. Parce que aussi longtemps qu'on va laisser nos armées à la disposition de nos chefs d'État, ils vont utiliser nos armées pour nous imposer l'ordre colonial qu'ils sont en train d'appliquer chez nous. Voilà, moi, toute ma stratégie, je l'ai développée autour de ça, la récupération de l'armée pour en faire un instrument de libération, en fait. Parce que jusque-là, quand le peuple se mobilise, nos dirigeants parviennent toujours à opposer le peuple qui se mobilise contre nos forces de l'ordre. Voilà. Et parfois, il y a tellement de dégâts, de violence, de morts, de tout ça là, avant que les militaires ne réagissent tardivement. Hein, parfois, ils réagissent à temps, mais parfois tardivement. Parce que, ouais. Et quand ils réagissent tardivement, il y a la dissension entre le peuple et l'armée. C'est ce qu'on a vu du cas du Soudan,
où on a utilisé l'armée pendant des décennies pour faire violence au peuple. Et aujourd'hui, voilà, les militaires s'entretuent sans qu'il n'y ait pas un mouvement de la société civile qui puisse monter en puissance et permettre aux deux camps de s'accorder. D'ailleurs, je rappelle que dès le départ, il y a aussi eu des manipulations de l'extérieur qui ont voulu imposer des civils aux militaires pour la transition, ce qui avait mal tourné quelque part aussi. Donc, vous voyez, Yemi, donc moi, je suis... Oui. Yemi, dans tous les pays, tout pays qui a compté sur l'armée d'abord pour faire le premier pas, ces pays-là sont toujours, c'est-à-dire dans l'esclavage. Je vais te donner un petit exemple. Prenons le cas du Togo. Tu comprends? Le cas du Togo et du Congo. Cette guerre a débuté depuis 1994. On nous fait comprendre que, c'est-à-dire que les dirigeants qui sont là, on nous fait comprendre que l'armée fait le job, un truc comme ça. Et c'est ces dirigeants qui commandent l'armée. Bon, L'armée on va conclure. Oui, oui. Ok. L'armée est finie à des ordres. Et pour cette désobéissance que tu veux là, tu ne peux pas l'obtenir. Mais quand le peuple se lève, l'armée se soumet. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que tout dictateur que vous voulez faire partie et que vous voulez compter d'abord en premier pas sur une désobéissance armée, ça ne sera pas possible. Oui, vas-y. Je vais poser une question à Yemi. Est-ce que Yemi connaît, moi je vais prendre le cours à courte période, de 2023, à partir de l'avènement de Majoloba, jusqu'à aujourd'hui, combien de militaires sont en prison au Togo? Est-ce que vous avez une idée? Et est-ce que vous pouvez vous poser la question? Depuis l'avènement de qui? L'avènement de Majoloba, le colonel Majoloba, jusqu'à aujourd'hui, vous savez combien de militaires sont en prison? Le nombre exact. Ok, monsieur. Et je vais vous répondre comme ça. Le fait que je connais ou je ne connais pas ce nombre n'influencerait pas ce travail que je fais qui consiste à mettre le peuple et l'armée ensemble. Que les militaires ont été en prison, emprisonnés par des militaires eux-mêmes, ça n'a pas d'incidence sur cette alliance armée-peuple que je prône. Donc je ne vois pas la pertinence de votre question. L'alliance peuple-armée ne peut pas marcher avec ce régime. Posez-moi la question. Ok, maintenant au Togo aujourd'hui, écoutez-moi. Au Togo aujourd'hui, on a tous les corps, que ce soit militaires, policiers, gendarmes, même douaniers. Dans un pays qui fonctionne normalement, tous les corps habillés ont leur nom sur leur tenue. Mais au Togo, ce n'est pas le cas. Cela voudrait dire qu'au Togo, on a des groupes de mercenaires. Écoutez-moi bien. C'est des groupes de mercenaires. Ce n'est pas des militaires. Il faut qu'on mette la différence. Ce sont des groupes de mercenaires. Et ils interviennent même dans les pays hors frontières, c'est-à-dire hors même du continent. Il faut renvoyer les militaires togolais faire des sales boulots pour que lui récupère l'argent. Vous savez tout ça là? Donc, quand vous venez parler de alliance peuple-militaire, c'est pas avec ce régime-là. Au Burkina, c'était la même chose. Mais aujourd'hui, au Mali, voilà, je prends le cas récent au Mali. Au Mali, aujourd'hui, les populations ont aidé les militaires à traquer les terroristes. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a un régime qui travaille à ce que le peuple et le militaire deviennent même chose. Mais au Togo, on a un régime qui dit aux militaires que le peuple est votre ennemi. Et quand il va vers le peuple, il dit le peuple que le militaire est votre ennemi. Vous voyez? Donc ça ne peut pas marcher pour le moment. Peut-être avec le temps, oui, même. Vous êtes en train de m'expliquer qu'au fond, au Togo, ne sont pas assez intelligents pour travailler de telle sorte que cette stratégie du régime qui consiste à opposer le peuple à son armée, que cette stratégie, on ne peut pas déconstruire ça. C'est ce que vous êtes en train de m'expliquer au fait. Avec ce système-là, c'est pas possible. Ok. Ça, c'est une croyance. Ce que vous dites là, c'est une croyance. Est-ce que vous connaissez ce qu'on a appelé le pari de Pascal? C'est-à-dire, ok, autrement, si je vous pose la question de savoir si Dieu existe ou pas, vous allez me dire oui ou non. C'est-à-dire, vous allez dire oui, il existe, vous croyez qu'il existe. Et je vais vous demander... Ça, c'est un sujet philosophique. Non, c'est pas philosophique. C'est pas philosophique. Si je vous pose la question tout simplement, est-ce que Dieu existe? Vous allez me dire oui ou non. C'est-à-dire, si vous croyez que Dieu existe ou pas. Donc, si vous croyez que Dieu existe et que à la fin, Dieu n'existe pas, vous n'aurez rien perdu. On est tous d'accord. Donc, sur ça, permettez quand même à nous autres de croire que on peut travailler pour déconstruire cette stratégie du gouvernement qui consiste à opposer le peuple et l'armée. Vous savez, moi, ce que je vois au Togo, parfois, c'est difficile aux gens de l'assimiler facilement. Est-ce que vous comprenez déjà que l'armée, c'est une discipline? C'est une discipline, justement. Est-ce que vous savez que dans l'armée, c'est-à-dire que les ordres sont exécutés à la lettre et que tant qu'il n'y a pas d'ordre,
Et que tant qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'exécution. Est-ce que vous savez ça dans l'armée? Je l'ai résumé en disant que d'un soldat, on n'attend pas l'état d'armes, mais l'état de service. J'ai aussi rappelé que quand le soldat agit, il n'est pas responsable, que c'est l'homme politique qui a donné l'ordre, et que le soldat ne fait que traduire l'ordre donné, l'ordre reçu. Je l'ai dit aussi. Maintenant, quand les gens me disent que, c'est-à-dire, tout ce que les gens font, ils déploient des forces, des énergies, pour démontrer que l'armée au Togo n'existait pas, que c'est une milice armée. Pourquoi ils le font? J'essaie de comprendre pourquoi des Togolais essaient de dire que ce qu'on a comme armée au Togo, c'est pas une armée. Non, ce n'est pas vrai. Je ne trouve pas ça logique. Je ne le trouve pas logique. Parce que moi, je suis convaincu que ce qu'on a au Togo, c'est une armée. Et c'est une armée, ce sont des Togolais qui sont armés, qui sont formés. Ils sont formés pour exercer leur métier, c'est leur métier. Ils obéissent aux ordres. Et je suis convaincu que si le peuple s'organise, il peut arracher cet instrument. C'est un instrument. Il peut arracher cet instrument. C'est un instrument de spiritualité. Il peut arracher cet instrument de la part des hommes qui dirigent le pays. En dernière position, une armée est une armée lorsque celui qui commande l'armée est humain. Une armée est une armée lorsque, c'est-à-dire que celui qui commande l'armée, le chef suprême des armées, c'est-à-dire que est humain. Maintenant, une armée est qualifiée de milice parce qu'aujourd'hui, tu vas prendre 99,99% des Togolais, on va te dire c'est pas une armée parce que celui qui commande cette soi-disant armée-là est un milicien et il n'a pas de cœur. Et donc, les ordres qui sortent de cette personne et les ordres qui sont exécutés ne sont pas, c'est-à-dire des ordres humains. C'est-à-dire que ce ne sont pas des ordres qui te font réfléchir que c'est une armée. Donc, c'est-à-dire que c'est le chef suprême des armées le problème. Mais qui peut faire partie le chef suprême des armées? Mais c'est le peuple. C'est pourquoi on te dit... C'est pourquoi on te dit aussi longtemps que tu vas penser que c'est l'armée qui va faire partie le chef suprême des armées. C'est faux. C'est ce que je n'ai jamais dit. C'est ce que je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que le peuple... Monsieur Yemi. Oui, j'ai dit que le peuple doit jouer un rôle. J'ai jamais dit ça. Je vais poser une question. Oui. Est-ce que vous avez une fois été gardé en vue au Togo? En vue, monsieur. Oui. Tout ça. À la police ou bien à la gendarmerie? Ça n'a aucun rapport. 72 heures. C'est une question. Répondez-moi oui ou non, je vais développer. Monsieur, il y a un rapport. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Est-ce qu'on peut récupérer l'armée? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut récupérer l'armée? Est-ce que les Togolais qui sont dans l'armée, ils font un métier, c'est un corps de métier, qui font leur job, est-ce qu'on peut faire de sorte que ce corps de métier soit désormais au service du peuple et non plus au service de l'homme politique qui nous régime? C'est ce que j'ai dit, pas avec ce régime. C'est ce que j'ai bien expliqué. Pas non, avec ce régime-là. Tu dis que tu n'y crois pas. Tu dis que c'est impossible. Je dis que c'est une question de foi. Et j'ai pas avec ce régime, c'est impossible. Avec ce régime, ça ne va pas marcher, monsieur. Mais c'est ta croyance. C'est ta croyance. Moi, ma croyance, c'est le contraire. C'est pas une croyance. Ça, c'est pas une croyance. Ça, c'est une vérité indéniable. Non, c'est pas une... Mais écoutez, il n'y a pas de science exacte. Attendez. Je te prends un exemple. La Côte d'Ivoire. On prend le cas de la Côte d'Ivoire. Tu vois comment l'armée agit aussi là-bas? Tu as vu? Maintenant, quand tu reviens au Ghana, est-ce que c'est la même chose? Quand tu vas au Bénin, est-ce que c'est la même chose? Quand tu vas en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire encore, au Burkina, est-ce que c'est la même chose? Vous imaginez? Donc, non, mais là, il y a une façon de former l'armée, c'est-à-dire à ce que l'armée devienne purement clanique. Ou bien au service d'une j'aime l'emploi de ce mot. Si vous êtes conscient qu'au Togo, l'armée est clanique, alors on devait donc faire très attention. Messieurs, veuillez conclure. Yemi, on va conclure en 2 minutes. Moi, je suis convaincu que les peuples peuvent récupérer leur armée et en faire un instrument de libération. C'est ma conclusion. Je dis les peuples, y compris le peuple togolais. Voilà. Monet, vas-y pour ta conclusion. Monet, vas-y pour ta conclusion. Yemi a fini de faire sa conclusion. Au fait, aujourd'hui, on a un problème central. Ce problème central là, c'est comment faire dégager fort. Et d'en faire dégager fort là, avec le réel, on a beaucoup à faire. Parce que nous sommes à la première phase du début. Aujourd'hui, le peuple comprend un peu que il doit se battre pour sa liberté. Mais jusqu'à présent, il y a ceux qui sont encore là avec une mentalité entre parenthèses, j'ai peur. J'ai peur là, c'est pas, il n'a pas peur de sortir, hein, mais il a peur que l'armée tire sur lui ou bien que l'armée lui réprime. Et c'est là-bas que nous, on ne fait pas confiance à cette armée-là. Vous imaginez? Moi, j'ai eu un de mes amis actuellement, il n'est même pas à Lomé, hein, il est au nord du pays là-bas. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'eux aussi s'organisaient
Je crois que malgré tout, les ennemis vont faire leur marche demain, je ne sais pas. Mais quand ils ont, ceux qui étaient devant la marche là, quand ils se sont rencontrés, ils ont quitté. Un les a appelés, sur place, un les a dit que c'est comme ça, le commandant vient de l'appeler, qu'ils ont été surveillés, qu'on les a filmés, on connaît tous chacun là où ils dorment. Vous imaginez, ils ont utilisé quoi? C'est les drones. Pendant ce temps, c'est l'armée, hein, c'est lui qui commande le camp de Dapao, au nord là-bas. Pendant ce temps, il y a les terroristes à 15 km de lui. Hein. Il n'a jamais vu de terroristes. Mais les gens qui se sont réunis pour faire une marche pacifique, c'est qui même? C'est des céréaliers, ceux qui achètent les céréales, le sésame, le mil, le maïs, le riz là. L'État a récupéré cette business là aussi pour en faire sa propriété. Donc, eux, ils voulaient seulement marcher pour aller réclamer leurs droits, puisque l'État a bloqué la plupart de leur argent. Quand ils ont fait ça, en même temps, un drone les a surveillés. Vous imaginez, et a rapporté les images. Comme ce qui s'est passé au Lomé, on surveillait les gens même dans la maison, rentrer pour les frapper parce qu'ils étaient dans la marche. Mais ils n'ont pas les moyens pour surveiller les terroristes entre les frontières Togo-Burkina. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on a une armée en face de nous qui est vraiment cannibale. C'est le vrai mot. Et l'armée là, il y a toutes les ethnies du pays dedans, mais Faure Gnassingbé a travaillé à ce que ça là devient, c'est-à-dire l'armée devient ses petits frères ou bien ses grands frères. Quand il dit de faire ça, on exécute sans réfléchir. C'est ça qu'on appelle l'armée clanique, au service d'une seule personne. Vous imaginez? Et ça, on ne peut pas vraiment aller au bout si cette armée-là n'a pas compris que lui-même là, son avenir en dépend. Parce que de 1, Faure Gnassingbé, la plupart de ses enfants et ses ministres qui sont au pays, leurs enfants qui restent au pays, ils écrivent, ils étudient au Togo, mais ils vont composer en France, avec avion présidentiel. Mais pendant ce temps, vos enfants n'arrivent même pas à prendre des médias pour aller à l'école. Vos enfants marchent, on les tabasse sur la route. Dans les souffrances les plus misérables, les conditions les plus précaires au Togo, en numéro 1, on retrouve le corps armé au Togo. C'est vous. C'est vous qui... C'est la partie-là que moi, Benito, je ne comprends pas. C'est cette partie-là. Moi, je suis couché ici. Si je n'ai pas à manger, ou bien si je n'arrive pas à manger à ma faim, ou bien si je n'arrive pas à avoir une bonne moto, soit je n'ai pas ma propre maison, je vis en location, quelqu'un va m'appeler parce qu'il est mon supérieur, il me dit d'aller tirer sur un innocent, même les enfants de 7 ans, 10 ans n'ont pas été épargnés. Et je vais dire que c'est la discipline, je vais exécuter. Vous imaginez? Or, quand j'ai prêté serment là, j'ai dit que je dois défendre ce peuple-là coûte et coûte, même si je dois perdre ma vie. Mais au finish, après 2 ou bien 3 ans de prestation, avec mon misérable salaire, c'est moi encore on va appeler, je vais dire oui, chef, à vos ordres, pour aller tirer sur les innocents, sur les femmes enceintes. Hein? Quand même, c'est lamentable. Chef de cité, on va conclure rapidement pour que maman puisse dormir. Je vais chuter par dire à mes frères togolais que plus la bataille est dure, plus la victoire sera magnifique. C'est tout. Merci. D'abord, moi, dans tous les pays, la lutte a toujours été comme ça. Il faut se battre pour ce qu'on veut. D'accord. Bon, ce que je comprends actuellement, c'est quoi? C'est Togolais, vous devrez comprendre que Faure Gnassingbé a réussi à s'aimer la peur au sein de la population. Le peuple a peur. Ils ont peur, c'est-à-dire que ils sont victimes d'intimidation. Et maintenant, tant que cette peur-là ne va pas quitter, Faure Gnassingbé sera content. Et de 2, Faure Gnassingbé a réussi à rendre l'armée, c'est-à-dire que les hommes de tenue misérable. Et il utilise, c'est-à-dire ce système de rendre misérable l'armée pour pouvoir les maintenir sous ses ordres. Mais c'est vous voyez la conclusion là, ça oui, c'est fini. C'est fini. Et donc, je vais citer en disant quoi? Tant que la peur ne quitte pas, on doit travailler à faire quitter la peur au sein de la population. Et maintenant, pour libérer le pays, il faut que le peuple y sorte. Mais tant que le peuple a peur, il ne peut pas sortir. Donc, c'est mon dernier mot. Merci. Aigle, si c'est la peur, c'est de père en fils. Son papa se croyait démuré, c'est-à-dire demi-dieu. Son papa a fait croire au peuple togolais que après Jésus, c'est lui qui venait. Vous imaginez? L'Ivoirien, donc, c'est dans ça, il a fait 38 ans. On t'a donné la parole. D'accord. L'Ivoirien, on t'a donné la parole, tu étais occupé. Allez, vas-y, pour ton dernier mot. Pardon, excuse-moi, oui.
D'accord, veuillez m'excuser parce que j'étais quelque part là. C'est juste dire merci, hein. Merci à ma grande sœur Tania pour le travail qu'elle fait, hein. Voilà, et que franchement, le Seigneur lui donne la force nécessaire qu'il faut, et le courage et surtout un dos large pour toujours continuer ce travail-là qu'elle fait pour nous instruire. Aigle Royal, merci aussi pour le temps que tu as de l'accompagner. Merci beaucoup. Et surtout, excellente nuit à vous. Merci, frère. C'est notre maman. Merci, Ivoirien africain. On parle demain, d'accord? Merci, Madame Tania. Merci, monsieur. Merci. Merci, Maman Tania. Dors bien. Voilà. On va te laisser au moins te reposer. Afrique aux Africains dorment, non? Il sait qu'actuellement, il est en train de dormir. Afrique. Diokri. Non, il est déjà. Tania, on va faire Barré, non? Il n'y a pas de Barré. On dit que Macron a appelé Poutine. C'est faux. Non, c'est vrai. Il a appelé. Mais on dit c'est depuis 2022, hein. Non, On dit BFM. Oui, aujourd'hui. Bon, attendez, alors, je mets le coup, je suis fatigué. Ok, bye bye. Donc, Benito, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. C'est comme hier dans la soirée. Ils se sont parlé 2 heures de temps. Donc, tu sais, Macron, c'est un beau parleur, non? Il voulait convaincre l'autre d'arrêter la guerre et surtout la guerre en Iran. C'est comme ça va reprendre aussi. Macron va tout mélanger. Moi-même, j'ai confiance en lui. Il va tout mélanger. Macron, vas-y. Benito, faut pas maman va couper le live là, sinon on a qu'à la laisser, elle va aller dormir. Bye bye. Ouais, Maman Tania, elle ne peut pas nous faire ça. Maman Tania, bisous à toi. Elle va nous faire tomber. Elle va nous faire tomber tous ici, ta voix. Ok, merci. Mais c'est quoi? Tania, demain, non? Oui, terminé, oui, demain. Oui, demain, je parle du Togo encore demain. On parle du Togo. J'ai fait une petite parenthèse de ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali. Et puis bon, je vais entamer le Togo, d'accord? Allons se reposer, on est fatigué. D'accord? Sur ce, on se dit à demain matin. D'accord? Non, en début d'après-midi. Lui, c'est qui? Lui, là, c'est qui? En début d'après-midi. Bon, j'ai dit à midi. Voilà. À midi demain. D'accord? Ok. Sur ce, j'espère que, voilà, je sais. Voilà, je vais demander à quelqu'un de me mettre en contact avec Zanga en attendant. Non, mais je cours demain. Voilà, j'essaie de trouver un temps. Voilà, j'ai trouvé un temps pour parler avec lui. Et puis bon, quand je finis, et puis j'ai lancé, d'accord? Donc, sur ce, il y a le Mali aussi. Félicitations aux Fama. Oh, j'avais. Bon, ah oui, c'est vrai, je parlais de sa félicitation encore aux Fama. Voilà, cette attaque, cette victoire, les terreaux laissés, c'est pas la peine, ça fait pitié. Vous faites pitié, on débat ça. Sur ce, je vous fais plein de bisous. À demain midi, d'accord? Bisous. Bisous. Passez un live. Un live destiné aux abonnés. Ouais, ça c'est quoi ça, abonnés? Ouais, ça c'est quoi ça?